Très ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Siccar TV. Les perspectives économiques du Kenya sont dans le vert. La croissance du pays devrait bondir à 6,3% en 2019. Le Ghana va en guerre contre la contrebande. C'est à travers une réduction de 50% des taxes sur les importations. Nouveau record attendu dans la consommation mondiale du coton. Elle devrait atteindre 27,3 millions de tonnes en 2019-2020. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie que nous démarrons par le Kenya où la croissance économique devrait bondir pour atteindre les 6,3% en 2019 grâce notamment à une hausse des investissements. Selon le président Uhuru Kenyatta, cette hausse de la croissance qui reflète l'amélioration continue de l'environnement des affaires sera favorisée par la montée des investissements liés au programme Big Four Agenda qui vise à améliorer l'économie et en s'appuyant sur 4 grands secteurs, à savoir l'industrie manufacturière, l'agriculture, la santé et l'accès au logement. En 2019, le gouvernement kenyan envisage la mise en place d'un système de garantie de crédit pour les petites et moyennes entreprises en vue d'augmenter la production du secteur privé. Notons que pour 2018, la croissance du Kenya a été estimée à 6,1%. En Angola, ce taux de 6% est loin d'être atteint. Ce pays, qui a enregistré une récession économique entre 2016 et 2018 en raison de la baisse de la production pétrolière, devrait voir sa croissance s'afficher à 3% en 2020 et en 2021. Cette reprise sera portée par une augmentation des activités dans le secteur non pétrolier. Après 3 années successives de récession, l'Angola renoue avec la croissance. Cette croissance qui est passée de moins 2,6% en 2016 à moins 0,1% en 2017 et moins 1,1% en 2018 devrait atteindre les 3% en 2020 et en 2021. Cette prévision qui cadre avec celle du FMI qui table sur une croissance à 3,2% pour le pays au cours des 2 prochaines années est essentiellement suscitée par l'augmentation des activités dans le secteur non pétrolier. Il s'agit en réalité des premiers résultats des réformes entreprises par le gouvernement du président João Lourenço dès sa prise de fonction. En effet, ce dernier a mis en œuvre ces derniers mois des programmes de diversification des investissements. Ceci a entraîné un accroissement des investissements dans le secteur privé tout en réduisant un tant soit peu la dépendance du pays par rapport au pétrole. À moyen terme, la croissance du secteur non pétrolier devrait atteindre les 3,5% en raison de l'amélioration du climat des affaires qui favorisera les investissements du secteur privé dans l'économie. Quant au secteur pétrolier, il devrait atteindre une croissance plus faible de 1,7%. Le Ghana a procédé à une réduction de 50% des taxes sur les importations. La réforme qui est entrée en vigueur jeudi dernier s'applique à toutes les valeurs de référence pour toutes les importations, à l'exception des véhicules dont les taxes seront réduites uniquement de 30%. L'objectif visé par les autorités ghanéennes, c'est de faire baisser la contrebande dans le pays et aussi de renforcer la compétitivité. Pour compter du 4 avril 2019, les taxes sur les importations sont réduites de 50% au Ghana. La mesure s'applique à toutes les valeurs de référence pour toutes les importations, à l'exception des véhicules qui ont vu leurs taxes réduites de 30%. Destinée à contribuer à la baisse de la contrebande, cette mesure rentre dans le cadre des réformes portuaires entreprises dans le pays afin de renforcer sa compétitivité. En effet, le Ghana veut s'aligner sur les standards mondiaux en termes de
de gestion portuaire en instaurant une structure tarifaire uniforme pour les redevances portuaires et douanières. Il s'agit d'une innovation devant permettre au Ghana de se conformer aux meilleures pratiques en matière de redevances dans les principaux ports du monde. Les autres réformes initiées dans ce cadre concernent par exemple la réduction de 90% de l'examen physique des conteneurs pour le ramener à moins de 10% d'ici juillet 2019. Le pays a par ailleurs opté pour la suppression des divers frais de service, dont celui de 1,5 $ par tonne exportée, sans oublier les frais d'enregistrement des importateurs imposés par la Ghana Standard Authority et la taxe Easy Pass introduite récemment. Également, la taxe de sécurité de 0,5 $ par tonne brute appliquée sur chaque navire chargé par l'autorité maritime du Ghana est désormais supprimée, tandis que la taxe de 7 $ par éco-pneu neuf a été réduite de 50%. Enfin, une application mobile est désormais disponible pour permettre aux importateurs de vérifier le statut de leurs envois et de payer en ligne les droits d'importation. Un mot maintenant sur les dernières prévisions du Conseil consultatif du coton. Selon cette instance, la consommation mondiale de coton va établir un record historique en 2019-2020. Le volume consommé devrait atteindre 27,3 millions de tonnes, soit 6 millions de plus que les estimations de 2018-2019. Il faut dire que cette bonne nouvelle intervient dans un contexte marqué par la guerre commerciale sino-américaine et le ralentissement de la croissance économique au plan mondial. Une guerre apparemment sans incidence sur la bonne santé de l'utilisation de la fibre blanche, dont la récolte globale devrait progresser à 27,6 millions de tonnes en 2019-2020 contre 26,1 millions de tonnes prévues pour 2018-2019. Il faut dire que cette production abondante due à l'amélioration des rendements mondiaux devrait engendrer un stock de fin de campagne d'environ 17,7 millions de tonnes de coton. Côté prix, la tendance devrait être à la baisse avec la livre de coton qui reviendra à 81,25 cents. Direction maintenant l'île Maurice pour nous intéresser aux opportunités d'investissement dans ce pays. Bien sûr, avec notre chroniqueur Casimir Pédio, à qui nous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, pourquoi investir sur l'île Maurice ? Parce que c'est un pays attrayant. Économiquement parlant, le pays se porte très bien et politiquement, le pays maintient sa stabilité. L'alternance au pouvoir s'observe. Les partenaires techniques et financiers sont fiers donc de la croissance de ce pays, mais aussi donc de cette stabilité politique que l'île Maurice gagne depuis donc des années. Tout ceci fait que l'île Maurice aujourd'hui devient le point donc de convergence des investissements tant du vieux continent, je veux parler de l'Europe, que de l'Amérique et de plus en plus avec les nouveaux partenaires asiatiques tels que l'Inde, tels que la Chine. Je crois qu'aujourd'hui, l'île Maurice commence par donc gagner en ce qui concerne les flux sur les investissements. Mais précisément cette année, l'île Maurice a davantage amélioré ses prestations pour davantage attirer les investisseurs. Justement, quels sont les secteurs qui intéressent ces investisseurs ? Alors, il faut déjà dire que tous les secteurs aujourd'hui d'activité sont en nette progression au niveau donc de l'île Maurice. Je vais donc parler du secteur primaire, du secteur secondaire et du secteur tertiaire surtout. Et lorsque vous avez un pays comme l'île Maurice où déjà depuis donc des années la population a travaillé pour donc offrir à l'agriculture ses meilleures donc performances économiques, lorsque vous avez dans un pays les dirigeants qui donc ont travaillé pour donner à ce pays ce qu'il convient d'appeler l'industrie de transformation agroalimentaire, lorsque vous avez enfin dans un pays les investisseurs privés qui donc investissent dans le secteur tertiaire pour donc apporter une plus-value à tout ce qui est fait par le secteur primaire, secondaire, vous comprenez pourquoi donc aujourd'hui l'île Maurice
peut attirer beaucoup d'investisseurs. Donc tous les secteurs d'activité aujourd'hui ont donc ce potentiel-là, mais principalement le secteur tertiaire avec le sous-secteur immobilier. Aujourd'hui, l'île Maurice gagnera beaucoup donc à ouvrir ce secteur-là, car aujourd'hui les terres sont sécurisées. Il y a déjà l'atout naturel dont bénéficie donc cette partie de l'Afrique. Je veux parler donc du tourisme aujourd'hui, permet aux visiteurs de venir squatter donc l'immobilier. Pourquoi pas investir dans ce qui convient d'appeler les hôtels, d'appeler donc les centres d'accueil de ces voyageurs-là. Et on annonce beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent de plus en plus à ce sous-secteur-là. Voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne les domaines d'intervention, les domaines qui aujourd'hui peuvent recevoir les investissements directs étrangers, pourquoi pas les investissements aussi locaux au niveau de l'île Maurice. Et quels sont les pays qui frappent déjà à la porte de Maurice? Alors déjà, il faut dire que l'île Maurice a accompagné 35 pays à venir investir dans son pays, et donc il y a cette liste-là, il y a cette ribambelle donc de pays qui existaient déjà, qui traitaient déjà affaire avec l'île Maurice. Je veux parler des principaux partenaires comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Afrique du Sud, qui bénéficient donc d'un certain nombre d'allègements fiscaux au niveau de l'île. À ceci s'ajoutent de nouveaux pays tels que le Ghana, tels que le Sénégal, bien évidemment sur le continent. Mais au-delà de ça, l'île Maurice est en train de gagner la sympathie des pays asiatiques. Je l'ai cité tantôt, l'Inde, l'Indonésie, la Chine aujourd'hui s'avèrent être les partenaires de l'île Maurice. En dehors de ça, on annonce aussi de l'autre côté donc du Moyen-Orient des pays comme la Turquie qui seraient intéressés donc par l'immobilier, mais aussi par l'industrie d'extraction au niveau de l'île Maurice. Donc l'île Maurice ouvre davantage sa liste pour faire venir donc sur son sol beaucoup de partenaires. Certainement, ces partenaires ne seront pas déçus donc de la qualité des investissements au niveau de ce pays. Pourquoi pas d'ici 5 voire 10 prochaines années, on pourra citer l'île Maurice comme la nouvelle destination mondiale en ce qui concerne les investissements. Et pourtant, tout n'est pas rose dans ce pays. Bien sûr, Inès, tout n'est pas rose pour l'île Maurice parce qu'on annonce au niveau donc de l'investissement direct étranger, on annonce une chute entre 2016 et 2017. L'île Maurice a perdu beaucoup pour des raisons donc endogènes, certes, mais surtout exogènes, telles que par exemple la crise financière qui a secoué donc le monde au cours donc de l'année 2017 a frappé donc de plein fouet les investissements au niveau donc de ce pays-là. Il faut aussi noter que l'île Maurice doit faire un peu donc de toilette en ce qui concerne la vétusté de ses relations avec le monde. L'île Maurice paie beaucoup également au niveau de ses anciens partenaires, car beaucoup de choses doivent être corrigées pour davantage redynamiser la coopération économique au niveau donc de ce pays-là. On annonce en tout cas pour l'année 2017, on a annoncé 293 millions en termes donc de dollars de devises donc étrangères en ce qui concerne les investissements directs étrangers pour un montant de près de 350 millions de dollars US en 2016. Ça prouve véritablement que ce pays a chuté en ce qui concerne donc l'investissement direct étranger. En tout cas, le pays est en train de corriger donc le tir pour que 2019 soit beaucoup plus attrayante et pourquoi pas que 2019 soit l'année de la renaissance donc des investissements au niveau de ce pays-là. En tout cas, c'est tout le mal que nous pourrons souhaiter aux Mauriciens et au développement de leur pays. Merci Kazmi Pedjo d'être passé sur ce plateau. Rendez-vous mercredi dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur SICA. À mercredi.